quand le Canada dit non à l'Amérique, mais en politesse. Imaginez que vous soyez marié depuis 150 ans. Pas un mariage passionnel, non. Plutôt un de ces vieux couples tranquilles, où l'un fait les pancakes pendant que l'autre gère les drones militaires. Eh bien, voilà que le Canada, cet époux tranquille, toujours poli, toujours prêt à dire désolé même quand il vous marche pas sur le pied, vient de dire stop. Mais attention, il ne l'a pas dit comme ça. Non. Il a signé un contrat. Un seul. Un contrat de 20 milliards de dollars, avec l'Europe. Une usine géante de batteries, érigée à Saint-Thomas, Ontario. Et pas une seule de ces batteries ne sera destinée aux États-Unis. Pas une. C'est un peu comme si votre conjoint vous disait « Je t'aime toujours un, mais j'ai ouvert un compte joint avec quelqu'un d'autre. » Et là, l'Amérique ne comprend plus. Elle crie à la trahison. Elle tape du poing sur la table. Elle hurle « Make North America Great Again » à qui veut bien l'entendre. Mais trop tard. Pendant que Trump joue au cow-boy protectionniste à Washington, le Canada redessine la carte du monde économique avec l'Europe, le Japon et même la Suède. Et ce n'est que le début. Dans ce reportage exclusif signé Amérique, on vous embarque pour un road trip géopolitique à travers ce divorce à l'amiable entre deux géants nord-américains. Un divorce sans cri, mais pas sans conséquences. Électricité surtaxée, avions de chasse recalculés, routes commerciales redessinées, et au milieu de tout ça, une Amérique qui découvre que, elle n'est plus au centre de tout. Bienvenue dans un monde post-hégémonie. Et tenez-vous bien, tout cela ne se passe pas dans les coulisses sombres d'un G20, mais dans les bureaux climatisés de Toronto, Ottawa et Victoria. Avec des contrats, des factures, des câbles, des batteries. Si vous pensiez que la guerre économique moderne se faisait avec des tanks, détrompez-vous. Aujourd'hui, elle se joue à Excel. Et devinez quoi? Le Canada a déjà cliqué sur envoyer au destinataire suivant. Partie 1, une usine, un contrat, une déclaration d'indépendance. Tout a commencé avec une poignée de main discrète et un stylo Mann-Blake hors de prix. L'endroit? Saint-Thomas, Ontario. Pas la ville des apôtres, non. Un ancien bastion industriel canadien, paumé entre champs de maïs et stations-service hors de prix. L'époque des usines Ford et des syndicats à moustache semblait enterrée. Mais voilà que débarquent les Européens. Oui, l'Europe. Pas les Yankees. Pas les Américains. Pas General Motors. Pas Ford. L'Europe. Dans un silence de cathédrale, la chancelière allemande serre la main du premier ministre ontarien Doug Ford, aucun lien avec l'autre Ford, celui des voitures, et signe un contrat de 20 milliards de dollars pour construire une méga-usine de batteries électriques. Une giga-usine. Une giga-baffe pour l'Amérique. C'est comme si vous surpreniez votre partenaire en train de dîner aux chandelles avec votre ex-beau-frère. À la table d'honneur. Au Ritz. Et qu'en prime, il trinque avec le champagne que vous avez payé. Sauf qu'ici, ce ne sont pas des bulles, ce sont des cellules lithium-ion, made in Canada, pour alimenter 1 million de véhicules européens. Pas un seul SUV ne traversera le pont vers Détroit. Rien. Nada. Et là, l'Amérique a réalisé un truc. Son voisin préféré venait de lui faire un ghosting économique. Mais attendez. Pourquoi ce revirement soudain? Pourquoi ce flirt intense avec l'Europe, alors que le Canada a toujours roulé en tandem avec les États-Unis, parfois même sur la banquette arrière? La réponse tient en 2 mots. Donald Trump. Ou plutôt, tarif. Douanier. Car souvenez-vous, lors de son retour triomphal à la Maison-Blanche, le 45e devenu 47e président a décidé de rejouer ses vieux tubes. Et parmi ses classiques, le hit de 2018, taxe sur l'acier et l'aluminium canadien. Version 2025. Encore plus de taxes, encore moins de nuances. Un remix version punition. Résultat? Ottawa a vu rouge. Toronto a froncé les sourcils. Et Saint-Thomas a sorti les bulldozers. Doug Ford, gouverneur populiste mais pas suicidaire, a pris la parole devant les caméras en mode western économique. L'Amérique nous a poignardés dans le dos. On tend l'autre joue? Non. On signe avec Berlin. BIM. Grosse claque dans la face étoilée. Ce contrat, c'est pas juste du commerce. C'est une rupture. Un vrai divorce géo-industriel avec pension alimentaire salée, 20 milliards d'investissements allemands, 3000 emplois créés, et un mur invisible mais bien réel qui se dresse entre l'Ontario et le Midwest américain. Les économistes appellent ça une reconfiguration des chaînes d'approvisionnement. Nous, on appelle ça « Bye bye Détroit, bonjour Düsseldorf ». Et pendant que Joe Biden, coincé dans son bunker climatique, envoie des communiqués indignés, Trump tweet « Oui, son réseau social trousse est devenu mainstream ».
Le Canada veut jouer au dur, qu'ils construisent leur propre tank en sirop d'érable. Sauf que voilà, c'est fait. Et ce n'est que le début. Parce que pendant que l'Amérique continue de penser en mode pétrole et pick-up, le Canada, lui, pense batterie, Europe et climat. Un tournant? Non. Une révolution feutrée. Un basculement géoéconomique. Et tout ça, à cause d'un homme, d'un stylo, et d'un excès de confiance américaine. Mais ce n'est pas fini. Parce que ce que les Américains n'ont pas encore compris, c'est que le Canada ne s'est pas contenté de signer des contrats. Il a aussi mis la main sur un levier invisible mais surpuissant, l'électricité. Et ce qu'il va en faire risque de provoquer plus de sueur à la Maison-Blanche qu'un test de QI chez les sénateurs MAGA. Et ça, on vous le raconte dans la partie 2. Partie 2, l'électricité. La nouvelle arme nucléaire de l'Ontario. Alors que l'Amérique digère encore difficilement la gifle de Saint-Thomas, un autre coup se prépare, en silence. Pas un missile, pas une sobre-attaque. Non. Une surtaxe de 25% sur l'électricité canadienne exportée vers les États-Unis. Et là, c'est la panique. À Washington? Non. Là, c'est le poker face. Mais dans les États frontaliers comme le Michigan, New York ou l'Ohio, c'est l'alerte rouge. Les gouverneurs transpirent. Les hôpitaux s'inquiètent. Les data centers calent. Et l'Amérique découvre brutalement que sa lumière dépend du bon vouloir d'un certain monsieur Ontario. Oui, parce qu'on l'oublie souvent, mais pendant que Trump gueule America First, les câbles électriques, eux, ne votent pas. Ils traversent la frontière tous les jours. En silence. 15% de l'électricité consommée dans le Michigan vient tout droit du Canada. New York consomme de la green énergie québécoise pendant que ses sénateurs votent des lois anti-importation. Ironie? Hypocrisie? Déni collectif? Appelons ça la méthode américaine. Et là, boum. L'Ontario passe à l'action. Chaque kilowatt exporté vers les USA coûtera désormais 25% plus cher. Pas une coupure. Juste une augmentation. Polie. Légale. Stratégique. Une bonne vieille taxe à la canadienne. Version, vous aimez le courant? Payez la surtension. Et voilà comment l'Amérique s'est prise les pieds dans sa propre rallonge. Pendant des décennies, les États-Unis ont bâti leur confort énergétique sur la docilité canadienne. Le courant coulait. Tout allait bien. On pensait que l'électricité était une évidence, un droit naturel, comme les donuts gratuits dans un meeting MAGA. Mais surprise. En 2025, le Canada envoie la facture. Et elle est salée comme une frite de fast-food. Et vous savez ce qu'il y a de plus humiliant pour Trump et ses fans du Rust Belt? Ce n'est même pas une décision fédérale. Non. C'est une province. Oui, une province. Même pas le pays entier. Un petit coin du Canada a réussi à déclencher un début de crise énergétique dans la première puissance mondiale. Imaginez un peu, un gouverneur d'État américain obligé d'appeler Ottawa en pleurnichant parce que son réseau électrique vacille. C'est comme demander du ketchup à un pays qu'on venait juste d'insulter. Hello, Justine? C'est Rick, du Michigan. On aurait peut-être besoin de, enfin tu vois, un peu de jus? Mais ce n'est pas tout. Car ce geste de l'Ontario, aussi simple qu'un clic sur un tableau Excel, cache un message bien plus corrosif que 1000 discours. On peut vous faire très mal. Et le pire, c'est qu'on n'a même pas encore commencé. Les stratèges américains s'en rendent compte trop tard. Ce n'était pas une surtaxe. C'était un coup d'essai. Un avertissement. Le genre de signal qu'on envoie avec un sourire, mais un sourire qui dit continuez, et on coupe tout. Et dans les couloirs du Congrès, c'est la panique version sitcom. Les sénateurs républicains, ceux-là même qui criaient « Let's tax canadien », courent maintenant dans tous les sens comme des poules sans courant. On va manquer d'électricité? Vite, convoquez une réunion d'urgence. Appelez Fox News. Dites que c'est la faute de l'Union européenne. Mais la vérité, c'est que personne ne veut regarder le problème en face. L'Amérique est vulnérable. Pas à cause d'un ennemi. À cause d'un allié qu'elle a trop longtemps pris pour acquis. Et l'Ontario le sait. Le Canada entier le sait. Et l'Europe? Elle en rigole doucement, un cappuccino à la main, pendant qu'elle sécurise sa part du gâteau électrique. Parce que pendant que les Américains menacent, l'Europe signe des contrats. Et vous savez ce qu'il y a de plus glaçant? Le Canada n'a encore rien coupé. Il a juste appuyé, un peu. Juste ce qu'il faut pour faire comprendre que l'interrupteur est, de son côté. Mais accrochez-vous, car ce n'est que le début. Dans la partie 3, on vous dévoile comment cette petite surtaxe électrique a déclenché une réorganisation économique à l'échelle du continent. Comment le Canada, discret et poli,
est en train de devenir le pivot énergétique du XXIe siècle, pendant que l'Amérique joue encore à qui a volé mon pétrole. Partie 3. Comment l'Amérique a inventé sa propre chute. Avec un décret. Imaginez une relation de couple vieille de 70 ans. Vous vivez ensemble, vous partagez les factures, vous avez une routine. Toi tu prépares les batteries, lui il branche les voitures. Tout roule. Puis un jour, sans prévenir, il claque la porte, balance un je t'aime mais je taxe ton acier à 50% et file signer un décret exécutif au son de God Bless America. Bienvenue dans l'administration Trump version 2025. C'est précisément ce qui s'est passé entre le Canada et les États-Unis. Et ce n'est pas une rupture à la Netflix, avec des violons et des flashbacks. Non. C'est du brut, du glacial, du tiens prends ça dans la face. Le décret? Une augmentation des droits de douane sur l'aluminium et l'acier canadien. Motif officiel, protéger l'industrie américaine. Traduction non officielle, on vous a utilisé pendant des décennies, mais aujourd'hui on va faire comme si vous étiez la Chine. Avec l'accent du Texas. Et là, c'est le début de l'effet domino. Dans les coulisses, les conseillers du gouverneur de l'Ontario ont lâché la fameuse phrase que l'on entend généralement dans les thrillers politiques. Très bien. Si c'est comme ça, on va activer le plan B. Et le plan B, c'était l'Europe. Pendant que les États-Unis jouent à pile ou face avec la stabilité diplomatique, l'Union européenne arrive, calme, posée, stratège. Elle ne parle pas fort, elle n'insulte personne, mais elle aligne 20 milliards de dollars. Cash. Pas des promesses électorales. Pas des tweets en majuscules. Du vrai fric. Et là, tout change. Une méga-usine de batteries sort de terre à Saint-Thomas, Ontario. Chaque cellule énergétique, chaque gramme de lithium, réservé à l'Europe. Et les États-Unis? Zéro. Nada. Que dalle. Même pas un boulon. Mais attendez. Ce n'est pas un simple contrat. C'est un acte fondateur, un basculement tectonique dans l'ordre industriel nord-américain. Et pendant que Washington réalise à peine qu'elle vient de perdre la perle de l'Ontario, les Canadiens redessinent leur carte mentale du monde. On passe du réflexe exporté vers Détroit à livrer à Rotterdam. Détroit, c'est désormais l'ancienne flamme. L'Europe, c'est le nouvel amour stable, fiscalement responsable, et qui ne hurle pas à chaque réunion de couple. Et devinez qui trinque? À Buffalo, 80 ouvriers licenciés. À Hamilton, des aciéries tournent au ralenti. À Sault-Sainte-Marie, des camions bloqués à la frontière, coincés entre deux décisions présidentielles aussi logiques qu'un épisode de South Park. Parce qu'évidemment, quand tu taxes tes alliés, tu ne protèges pas ton industrie. Tu la sabotes. Les constructeurs auto américains, dépendant des pièces canadiennes. Les chaînes d'assemblage, en pause. Et le client final? Vous. Moi. Le type qui paie plus cher sa Tesla parce que quelqu'un à Washington a voulu jouer au shérif commercial. Mais le plus croustillant dans tout ça, c'est que Trump n'a pas vu venir la riposte. Il pensait faire peur avec ses taxes, comme s'il négociait une chambre d'hôtel. Sauf que là, ce n'était pas un deal immobilier. C'était la géopolitique du XXIe siècle. Et pendant que Trump se vante de protéger l'Amérique, c'est l'Europe qui rafle la mise, sécurise les batteries, investit dans l'énergie, recrute les cerveaux, finance les ports, et s'installe dans les veines industrielles du Canada comme une perfusion de stabilité. Pendant ce temps, à Washington, les porte-paroles du gouvernement répètent la même rengaine. Nous avons une stratégie. Oui, une stratégie pour perdre. Et voici la plus belle ironie. Tous les emplois que Trump prétendait sauver, ce sont ses propres décisions qui les ont mis en péril. Et c'est là que la satire se transforme en drame économique. Parce que quand on gouverne avec des slogans et qu'on tweete ses politiques industrielles à 3 heures du matin, on finit par découvrir que même un pays aussi poli que le Canada a ses limites. Alors, le Canada a dit « assez ». Et il a construit une usine pour le dire. Mais tenez-vous bien, car la suite est encore plus explosive. Dans la partie 4, nous allons voir comment ce désalignement industriel a transformé une simple dispute commerciale en crise militaire potentielle, avec le Canada qui remet en question ses achats d'avions F-35 américains. Oui, vous avez bien entendu. Même les avions de chasse sont désormais en jeu. Et quand l'OTAN elle-même commence à douter, c'est que le thermomètre géopolitique a sérieusement sauté. Partie 4 F-35, foutaise et fracture, quand la défense se détache. Imaginez la scène, un couple vieux de 75 ans qui dort dans le même lit, partage les mêmes clés Wi-Fi, les mêmes alarmes de sécurité, les mêmes munitions, et un matin, au petit-déj, Madame Canada dit qu'elle songe à acheter ses armes chez le voisin. Non,
Ce n'est pas un adultère. C'est pire. C'est une rupture stratégique. Oui, mesdames et messieurs, nous parlons d'avions de chasse. Des F-35 pour être précis. Ces petits bijoux du Pentagone qui coûtent aussi cher qu'un gratte-ciel à Manhattan mais qui volent aussi bien que... Bon, disons qu'ils volent. Pendant des années, c'était acté. Le Canada, allié loyal, devait équiper sa flotte de défense avec les F-35. Le contrat était en route depuis 2010. Lobbying intensif, sourires crispés, photos entre généraux canadiens et américains, bref, une belle histoire d'amour militaire. Mais voilà, en avril 2025, tout s'est figé. Suspension unilatérale. Motif officiel, révision stratégique. Traduction officieuse, on ne vous fait plus confiance. Attendez. Quoi? Le Canada, le pays le plus patient de la planète, remet en cause sa coopération militaire avec les États-Unis? Eh oui. Et pendant que la Maison-Blanche feint l'étonnement, genre mais enfin, pourquoi tu pars? On avait une si belle guerre froide ensemble. Ottawa passe des coups de fil discrets à Dassault Aviation en France et SAP en Suède. Oui, la Suède. Le pays des meubles IKEA et des diplomaties ultraneutres, s'apprête peut-être à fournir des avions de chasse à l'un des plus proches alliés des États-Unis. Et là, c'est la gifle ultime. Parce qu'on ne parle pas juste d'un changement de fournisseur. Non. On parle de dérailler toute la synchronisation militaire nord-américaine. Plus de 60% des systèmes de défense canadiens sont interopérables avec ceux des Américains. Les radars, les logiciels, les liaisons satellites. Et pourtant, le Canada est prêt à jeter tout ça aux orties, à désinstaller les logiciels américains comme s'il supprimait Facebook sur un vieux Nokia, juste pour retrouver un peu d'autonomie. Pourquoi? Parce qu'un jour, Trump s'est réveillé en décidant qu'un allié devait être traité comme un concurrent. Parce que l'instabilité est devenue la norme. Parce que la loyauté ne se décrète pas, elle se mérite. Et quand même un pays aussi politiquement courtois que le Canada commence à dire non merci, c'est que l'inquiétude est réelle. Et elle est profonde. Pendant ce temps, à Washington, le gouvernement Trump hausse les épaules. Il grogne sur Twitter. Il accuse le Canada de déloyauté stratégique. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que la loyauté n'est pas une taxe à imposer. C'est une confiance à entretenir. Et là-dessus, le compte américain est vide. Et voici la punchline satirique. Pendant que Trump scande America First, le Canada rétorque tranquillement pas si tu nous taxes à chaque page de ton programme. Et pendant que le Pentagone se demande si les Suédois savent faire des avions de guerre, le Canada se prépare à tester des Rafales au-dessus du Nunavut. Autrement dit, on peut être poli, mais on peut aussi voler tout seul. Et là où ça devient carrément ironique, c'est que ce n'est pas un mouvement isolé. Ce n'est pas une crise temporaire. C'est un réalignement structurel. Un divorce à l'amiable, mais où la pension alimentaire, c'est la souveraineté. Car en toile de fond, ce qui s'effondre, ce n'est pas un contrat d'avion. Ce qui s'effondre, c'est l'idée même d'une Amérique fiable. Et ce vide, d'autres s'y installent. La France arrive avec ses Rafales. La Suède débarque avec ses Gripen. L'Allemagne finance des centres de recherche. La Corée du Sud s'invite à la table énergétique. Et l'Europe tout entière déroule le tapis rouge. Un tapis vert, d'ailleurs, énergétique, propre, et sans surtaxe douanière. Mais la plus grande tragédie, les États-Unis n'ont même pas entendu le Canada partir. Parce qu'ils étaient trop occupés à crier dans le micro. Nous sommes les leaders du monde libre. Pendant que le monde libre signait discrètement des contrats ailleurs. Et maintenant, dans la conclusion, nous allons tirer les leçons de cette réorganisation silencieuse mais déterminante. Comment un simple allié en apparence sage est en train de réécrire l'ordre géopolitique global, un câble électrique et une usine à la fois. Conclusion, une superpuissance peut-elle être ghostée? Spoiler, oui. Alors, que vient-on de vivre ensemble? Un récit de rupture géopolitique, digne d'une télé-réalité Netflix. Les États-Unis dans le rôle du partenaire dominateur, imprévisible, un peu parano, qui taxe tout ce qui bouge. Le Canada dans le rôle du partenaire calme, fiable, qui pendant des décennies a encaissé sans broncher, jusqu'à ce que la coupe soit pleine. Et là, boum. Ce qui ressemblait à une petite crise de couple commercial est devenu un séisme silencieux à l'échelle du continent. Des batteries pour l'Europe. De l'électricité surtaxée pour les États-Unis. Des avions de chasse suédois au lieu des fameux F-35 Made in America. Des universités, des ports, des fonds de pension, des infrastructures entières qui tournent désormais leur regard vers l'Est. Vers le Pacifique. Vers l'Europe. Pas avec fracas. Pas avec bruit.
mais avec méthode et conviction. Et pendant ce temps, l'Amérique se demande encore, mais qu'est-ce qu'on a fait de mal? Réponse. Tout ce qui pousse un allié fiable à vous dire poliment d'aller vous faire voir. Alors à vous maintenant, chers spectateurs, de faire le vrai bilan. Le Canada a-t-il eu raison de rompre avec l'Amérique? Peut-on encore parler d'alliance quand la confiance est morte? Les États-Unis peuvent-ils se réinventer? Ou sont-ils condamnés à crier dans le vide en menaçant tout ce qui les quitte? Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire. Votre regard compte, ici. C'est vous qui nourrissez le débat. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous faites partie de cette génération de citoyens qui veut comprendre le monde, pas juste le consommer. Alors abonnez-vous à Zoom Amérique, la chaîne francophone qui vous montre l'envers de la superpuissance. Likez, partagez, faites du bruit. Parce que pendant que certains pays tapent du poing, d'autres changent le monde à coups de câble et de silence. À très bientôt pour un nouveau Zoom. Mais d'ici là, une seule certitude. Dans ce monde qui bascule, mieux vaut être du côté de ceux qui lisent les signes, que de ceux qui continuent à brandir leur drapeau en criant dans le vent.